Le réel et le monde sont-ils plus vastes que ce que la science décrit? Pendant longtemps, le réel semblait simple. La matière, l'espace, le temps. Un monde physique, solide, mesurable. On pensait que tout pouvait se réduire à des particules en mouvement et que la conscience n'était qu'un épiphénomène du cerveau. Mais en un siècle, ce mur rassurant s'est fissuré. Certains faits, certaines expériences, certaines découvertes obligent à réexaminer ce que l'on croyait savoir. Non pas pour croire autre chose, mais pour accepter une possibilité dérangeante. Ce que nous appelons matière n'est peut-être pas le fondement ultime du réel, mais seulement sa forme visible, locale et limitée. Alors, qu'est-ce que le réel, au juste? Je développe dans un instant. Bienvenue sur la chaîne, je suis le vieux. L'aventure commence avec la question de la conscience. Le neurologue Wilder Penfield, en opérant des patients éveillés, a montré que l'on peut stimuler des zones du cerveau et provoquer des gestes, des souvenirs, des émotions. Mais la conscience du patient, le je, l'observateur intérieur, semble rester extérieur à la scène, en retrait, non affecté par l'expérience. Comme si la conscience l'observait de l'extérieur et observait le souvenir provoqué mécaniquement par la stimulation électrique. Le patient peut dire « ce n'est pas moi qui veux lever le bras, c'est vous qui me le faites bouger ». Autrement dit, on peut activer le mécanisme, mais pas la volonté. La décision, l'intention, l'élan semblent échapper à la matière elle-même. La conscience ne se laisse pas réduire à un signal électrique. Le cerveau, alors, n'est peut-être pas la source de la conscience, mais une interface. Les informations seraient stockées, réparties, ailleurs. Penfield finira par écrire « Je n'ai pas trouvé l'esprit dans le cerveau ». La conscience, l'esprit, paraissent échapper à la matière, c'est-à-dire au cerveau. Et ce doute ne vient pas d'un poète, mais d'un neurochirurgien pionnier de l'épilepsie. Au même moment, la physique, qui devait tout expliquer, se fissure aussi. Nous avons été habitués depuis Newton à considérer l'espace comme un volume à 3 dimensions, repéré par 3 axes, longueur, largeur, hauteur. Dans cet espace se meuvent des ensembles matériels, les étoiles, mais nous-mêmes, composés de particules également solides, les atomes, que nous avons pris l'habitude de nous représenter comme de toutes petites billes, les électrons, gravitant autour d'un noyau fait de protons et de neutrons, comme les soleils gravitent autour, comme les planètes gravitent autour du Soleil. Le tout évoluant dans une 4e dimension, le temps, que nous nous figurons depuis l'école primaire comme un axe gradué allant de gauche à droite, les conséquences succédant naturellement aux causes. Mais à l'échelle quantique, ce modèle s'effondre. La particule n'est plus une brique solide, mais un champ de possibilités. L'expérience de la double fente montre que la matière se comporte tantôt comme une onde et tantôt comme une particule, car l'observation influence le résultat. L'information semble jouer un rôle fondamental, au point que certains physiciens se demandent aujourd'hui si l'univers n'est pas en profondeur information plutôt que matière. D'autres physiciens vont jusqu'à faire l'hypothèse que le temps et l'espace ne sont que des sous-produits des particules. Particules dont on ne sait d'ailleurs pas si elles sont matière, énergie ou information. Dans certaines expériences, l'information semble remonter le temps, un effet influençant sa cause. Dans d'autres, l'intrication quantique fait que des particules séparées paraissent échanger de l'information à distance, instantanément. Une action sur l'une entraînant une modification sur l'autre. La matière apparaît alors comme une condensation, une émanation, un sous-produit du réel, mais pas son essence.
et ce réel reste largement indéfinissable. Si la conscience ne se réduit pas entièrement au cerveau, si l'on ne sait pas exactement ce qu'est réellement ce que nous appelons matière, alors une question se pose. Qu'est-ce que le réel et d'où émerge réellement ce monde? Il existe une intuition ancienne qui propose une piste. On la retrouve dans le Tao, un principe d'unité indifférencié d'où tout émerge. Le taoïsme est une philosophie religieuse fondée par Lao Tse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est considérée comme l'un des 3 piliers de la pensée chinoise, aux côtés du confucianisme et du bouddhisme. Elle repose sur le concept du Tao, souvent traduit par voie ou chemin, qui désigne la réalité ultime, le principe fondamental qui sous-tend l'univers et tout ce qui existe, de la plus petite particule à la plus grande montagne. Le Tao est perçu comme une force cosmique, un flot perpétuel d'énergie, la matrice de l'univers, sans origine ni fin, qui anime toutes les choses. Il est à la fois le principe régulateur de l'univers et l'idéal de perfection en toutes choses. Pas un dieu, pas un dogme, pas une croyance, un fond, un tissu. Le physicien Fritjof Capra, docteur en physique des particules, est passé par Berkeley et a été collaborateur de laboratoires de premier plan, à Orsay en France, puis aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Dans son livre « Le Tao de la physique », il s'est penché sur les convergences entre physique moderne et sagesse orientale. Selon lui, l'exploration du monde atomique et subatomique au XXe siècle a conduit à une profonde révision de beaucoup de nos idées fondamentales concernant la réalité. Les concepts de matière, d'objet, d'espace, de temps, d'effet et de cause sont en physique subatomique radicalement différents de nos représentations classiques. Ce bouleversement a commencé à changer toute notre perception du monde. De ce changement émerge une nouvelle vision qui ressemble aux conceptions de nombreuses traditions mystiques, notamment orientales. Le monde n'est plus une machine faite d'une multitude d'objets séparés, ainsi qu'il l'a été dans la physique newtonienne, mais il doit plutôt être appréhendé comme un tout unifié, dont les parties sont fondamentalement reliées entre elles et ne peuvent être comprises que comme les motifs d'un processus cosmique global. Il appuie cette idée sur plusieurs exemples parlants, le yin et le yang. Dans le Tao, les contraires ne s'opposent pas. Ils se complètent, se contiennent, se transforment l'un dans l'autre. Chaque phénomène est à la fois lui-même et la graine de l'autre. Jour, nuit, plein, vide, mouvement, repos. En physique quantique, ondes et particules jouent exactement ce rôle. Ce ne sont pas 2 réalités séparées, mais 2 visages d'un même phénomène, révélés selon la façon dont on l'observe. Autrement dit, le réel n'est pas ou, c'est-à-dire ou particule ou onde, il est et particule et onde, en même temps, comme dans le Tao. Deuxième exemple, le vide plein. Pour le taoïsme, le vide n'est pas le néant, mais la matrice d'où surgissent les formes, un potentiel infini en attente de manifestation. Ce qui semble vide est en réalité plein de possibilités. Le vide quantique décrit quelque chose de très proche. Loin d'être un néant, il est un champ bouillonnant d'énergie et de fluctuations où des particules virtuelles apparaissent et disparaissent sans cesse. Le vide, dans les 2 visions, est un plein invisible. Enfin, l'interdépendance. Le Tao affirme que rien n'existe séparément.
Tout est relation, interaction, coémergence. Comme les vagues ne sont jamais séparées de l'océan. La physique moderne propose un écho étonnant avec l'intrication quantique. Deux particules séparées par des kilomètres se comportent comme si elles formaient encore un seul système, réagissant instantanément l'une à l'autre. Dans les deux cas, le lien précède la séparation. La relation est plus fondamentale que l'objet. Selon Capra, citation, « L'univers n'est pas une collection de choses séparées, mais un tout indivisible. » Le Tao parle d'un monde non fragmenté. La physique moderne décrit un monde intriqué. Autrement dit, certains chemins différents semblent pointer vers la même unité du réel. Dans les deux cas, séparation et matière, autonomes, ne sont peut-être pas des vérités ultimes, mais des illusions pratiques. Un mode d'affichage simplifié du réel, indispensable pour que notre cerveau puisse l'appréhender. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur Penfield, où je développe cette idée. Nos limites organiques nous empêchent sans doute d'accéder à l'unité profonde du monde, mais ils nous permettent d'en comprendre quelque chose et d'apprendre. Ces parallèles ne prouvent rien, mais ils montrent qu'à la fois dans la science moderne et dans certaines traditions anciennes, l'idée d'unité du réel revient de manière récurrente. Peut-être que le monde est plus vaste que ce que notre cerveau peut percevoir ou conceptualiser. Et c'est précisément ce que suggèrent certains témoignages humains émanant de personnes qui semblent avoir franchi les limites de l'expérience ordinaire. Les émis ou expériences de mort imminente sont rapportés depuis des décennies sur tous les continents par des individus de cultures, de croyances et d'âges différents. Bien avant cela, dans l'Égypte antique, certaines initiations proposaient une expérience ritualisée de mort symbolique, suivie d'une renaissance spirituelle afin de vaincre la peur, transformer l'individu et l'aligner sur Ma'at, l'ordre cosmique et moral. Ces rites utilisaient le choc émotionnel, l'immersion, l'obscurité et la dramaturgie pour provoquer un état de conscience altéré, perçu comme une rencontre avec le sacré. De nombreux chercheurs y voient un parallèle avec les expériences de mort imminente. Sans être identiques, ces deux registres posent la même question. La conscience pourrait-elle dépasser le cadre strict du cerveau? Pour en revenir à l'époque actuelle, des études internationales estiment que des millions de personnes ont vécu une expérience de mort imminente. Et leur modalité présenterait des similitudes étonnantes, dépassant les différences culturelles. Sortie du corps, perception visuelle et auditive claire, impression de lucidité accrue, rencontres, revue de vie et surtout, sentiment d'unité ou de compréhension globale, comme si la conscience accédait à un plan plus vaste que d'ordinaire. Des études a posteriori sur des personnes déclarant avoir vécu ces émis indiquent souvent une transformation durable de la personnalité. Le témoignage du médecin George Ritchie, raconté dans Retour de l'au-delà, est emblématique. Déclaré mort cliniquement pendant 9 minutes en 1943, il relate une expérience détaillée et troublante avec des perceptions qu'il dit avoir pu vérifier par la suite. Il rapporte d'abord la vision de son propre corps qu'il aurait eu depuis l'extérieur de lui-même, puis un déplacement rapide dans ce qu'il perçoit comme un autre plan de réalité, structuré et cohérent. Ce qui frappe, ce ne sont pas les aspects spirituels, mais la précision de certaines perceptions rapportées qu'il ne pouvait pas, selon son témoignage, connaître par ses sens, et qui auraient été, dit-il, confirmées ensuite.
Ritchie raconte qu'après avoir quitté son corps, il se serait retrouvé à Richmond. Il décrit une gare, des voies, une rue, des bâtiments et même un panneau indiquant la ville, alors que son corps était à près de 500 km de là. Après sa guérison, troublé par ces images, il se rend sur place et affirme reconnaître la scène en détail. Ces éléments ne constituent pas une preuve scientifique, mais s'ils sont vrais, ils sont difficiles à concilier avec l'idée d'un cerveau en état de mort clinique, mais produisant cependant une hallucination cohérente, vérifiable et géographiquement située. Ritchie explique que pour un esprit rationnel comme le sien, l'expérience était dérangeante, incroyable, mais qu'il ne pouvait pas la nier non plus. Il relate également un phénomène d'expansion de la conscience, avec le sentiment d'accéder à une information immense, globale, instantanée, une sorte de compréhension totale, impossible à décrire après coup, avec les limites du cerveau humain. Ritchie hésitera longtemps avant de parler de tout ceci, par peur du ridicule et par souci de rigueur scientifique. Ce n'est pas un mystique, ni un homme cherchant la publicité. Il deviendra un médecin militaire respecté qui aurait pu tout perdre à raconter cela publiquement. Ces témoignages, même s'ils restent subjectifs, posent une question dérangeante. S'ils s'avèrent réels, comment expliquer des perceptions cohérentes, vérifiables, alors que le cerveau est censé être inactif ou gravement altéré à ce moment-là? Cela amène certains chercheurs à interroger l'hypothèse matérialiste stricte selon laquelle la conscience serait entièrement produite par le cerveau. Et, fait intéressant, ces récits rejoignent l'idée d'unité et d'information globale déjà évoquée, comme si certaines expériences humaines touchaient brièvement un niveau plus profond du réel. Tout ceci encore ne constitue pas une preuve, mais la fréquence des émis et le fait qu'un grand nombre d'entre elles émanent de personnes dignes de foi, médecins anesthésistes, réanimateurs, cardiologues, psychiatres, n'ayant rien à gagner sinon le discrédit, devrait au moins nous inviter à ne pas balayer tous ces témoignages d'un revers de la main. Et puis, il y a les hypothèses scientifiques dissidentes, comme celle du biologiste Rupert Sheldrake, docteur en biochimie, diplômé de Cambridge, ancien chercheur à la Royal Society. Il propose l'idée des champs morphiques, une mémoire de la nature, non locale, qui guiderait les formes, les habitudes, l'organisation du vivant. Deux exemples souvent cités, la cristallisation d'une nouvelle molécule. Elle est très difficile à obtenir la première fois. Mais quand cela a été fait en un endroit, ensuite, partout sur la Terre, la cristallisation devient plus facile. Comme si l'information du comment faire était maintenant disponible pour les molécules. Second exemple, des rats en laboratoire apprennent un parcours dans un pays A. Dans un pays B, des rats de même lignée deviennent plus rapides, plus performants sur ce même parcours sans qu'ils en aient eux-mêmes fait l'apprentissage. Tout se passe comme si l'information s'était transmise autrement que par les voies matérielles usuelles. Sheldrake divise profondément, mais sa posture n'est pas religieuse. Il dit simplement que peut-être l'univers possède une forme de mémoire et qu'il ne fonctionne pas uniquement comme une machine appliquant des lois figées. Dans cette perspective, les phénomènes du vivant ne seraient pas entièrement déterminés par la seule matière et les forces physiques, mais aussi par des habitudes qui se reforment et se transmettent. Ainsi, plus que par nos gènes, qui codent avant tout des protéines, l'hérédité serait influencée par l'empreinte informationnelle laissée par ceux qui nous ont précédés. Très fortement par nos parents,
un peu moins par nos ascendants plus éloignés, encore moins par d'autres espèces, et ainsi de suite. Dans son livre « Réenchanter la science », il passe en revue les failles perçues des grandes théories scientifiques et explique en quoi sa théorie de la mémoire de l'univers aurait un pouvoir explicatif supérieur. Hypothèse controversée, mais stimulante. Alors, lorsque la neurologie, la physique, les sagesses anciennes, certaines expériences humaines et quelques scientifiques marginaux, mais brillants, sans se concerter, pointent dans une direction similaire, remettant en question notre conception classique du réel et du monde, faut-il fermer la porte ou l'entrouvrir? En conclusion, le réel est peut-être plus vaste que les cadres que l'on utilise pour le penser. La science, la philosophie, les traditions et l'expérience humaine ne disent pas la même chose, mais elles posent la même question. Qu'est-ce que la réalité? Débarrassée de nos modèles, de nos instruments, de nos interprétations et de nos filtres mentaux. On a souvent voulu confondre rationalité et matérialisme. Lorsque la raison et la physique quantique, entre autres, remettent en question la conception classique et matérielle du monde, du réel, ce n'est pas la rationalité qui vacille, mais c'est le matérialisme pur et dur qui devient alors une croyance. La science, elle, ne peut pas avoir tort, dans le sens où on l'entend habituellement, car plus qu'une somme de connaissances figées, c'est une méthode d'exploration du monde qui procède par essai, erreur, correction, réfutation et surprise. Et la vraie science, comme toujours, est du côté de ceux qui osent penser en dehors des cadres préétablis. Le fameux consensus scientifique est un oxymore. Il n'existe pas par définition, puisque le critère de base en science est la possibilité d'une réfutation. Et sinon, au moins, la remise en question des modèles et théories, ne serait-ce que pour les améliorer. La question de la nature du réel et du monde appelle donc une attitude lucide, curieuse, ouverte, l'opposé d'une croyance aveugle. Et si ce que nous percevons n'était qu'un rivage? Et si le réel, comme l'océan, s'étendait bien au-delà de ce qu'on en voit? Et si, pour citer Hamlet, il y avait plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie? Portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao!